Avec Donald Trump, on a l'impression qu'il change simplement d'argument. Tout va être réglé, semble-t-il, parce que le détroit est ouvert. Aujourd'hui, Donald Trump a dit que les mines n'étaient plus là. Les États-Unis les ont toutes déminées, vous savez, elles ne sont plus là. Et la question des réparations a été réglée. Voici la solution concernant les réparations que l'Iran demande. Voici ce qu'a dit Donald Trump. Des réparations, vous pourriez dire. Ou bien, ils demandent de l'argent pour les dégâts que nous avons causés. Et j'ai dit c'est une bonne idée. Eh bien, nous allons demander de l'argent pour les dégâts qu'ils ont causés sur une période de 50 ans. Que vous parliez de l'USS Cole ou de toutes les personnes qui ont été si gravement blessées, si grièvement blessées ou tuées, plusieurs milliers de personnes, et peut-être des dommages et intérêts pour les 52 000 manifestants qui, au cours des 4 derniers mois, ont été tués en Iran. Nous pensons que leurs familles devraient recevoir des dommages et intérêts pour le meurtre de l'un des leurs, de leur enfant, de leur mère ou de leur père qui manifestaient. Il y en avait au moins 52 000 il y a 1 mois et demi. Alors maintenant, combien y en a-t-il? Donc, s'il y a des dommages et intérêts à payer, Natscan devrait payer. Et c'est Mr. Boris. Je veux dire, il vit dans un monde imaginaire, complètement coupé de la réalité. C'est choquant, absolument choquant qu'il puisse dire de telles stupidités, des choses stupides et fausses. Et le chiffre numéro 1, au départ, oh, ils en ont tué 5 000. Non, ils en ont tué 10 000. Non, ils en ont tué 20, 30, 40, 52. J'ai entendu un autre sioniste affirmer que c'était 60. Oh mon Dieu. Je veux dire, c'est complètement dépourvu de preuves. Mais il continue à le répéter encore et encore et encore, en se disant que si on le répète suffisamment, ça devient vrai. C'est, vous savez, ridicule. C'est obscène. Mais bon, voilà. Et il a ajouté ça à son nouveau message sur Truth Social. Il a dit que l'Iran devrait verser des réparations pour les morts causées au Liban, en Syrie, au Yémen et à Gaza. Waouh! Il va remonter jusqu'à la guerre de sécession américaine et aux 750 000 personnes qui ont été tuées parce que, vous savez, peut-être que d'une façon ou d'une autre, il obtiendra les siennes. Il essaye de régler la question, Larry. Je pense que l'administration est dans une forme de déni. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi. Le détroit d'Ormuz peut d'une certaine manière... Le problème peut être résolu avec les oléoducs, en utilisant les oléoducs vers la mer Rouge, peut-être vers d'autres endroits. Arrêtez-vous là avec ça. C'est complètement déconnecté de la réalité. Et je sais que Bessin a dit ça, mais ça fait que souligner l'ignorance de cette bande. Le pétrole, c'est la seule chose qui sort du golfe Persique. Non. Il y avait du gaz naturel liquéfié, il y avait de l'hélium. En fait, le GNL qui en sortait représentait 25% de l'offre mondiale. L'hélium, entre 40 et 44% de l'offre mondiale. J'ai vu des chiffres différents à ce sujet. Le soufre, entre 30 et 35% de l'offre mondiale. L'urée, pareil, entre 30 et 35% de l'offre mondiale. Tout ça ne sort pas par oléoduc, il faut que ça sorte par le Golfe. Et ce sont des produits essentiels, je suppose que c'est la bonne façon de le dire, ou des substances chimiques essentielles à l'économie mondiale. Enfin, ces gens-là, vous savez, Bessin et Netanyahou, il suffit de construire un oléoduc et ça résoudra le problème. Mon Dieu, que je déteste les gens stupides. Vraiment. Surtout quand ils sont censés être intelligents. Oui. L'autre problème, ce sont les mines. Et là encore, Donald Trump est en train de régler ça. Parce qu'il leur arrive à l'occasion de larguer une mine, et nous trouvons ces mines. Vous savez, nous avons dragué l'ensemble du détroit, comme vous en avez peut-être entendu parler. Peut-être que non. Mais
et nous contrôlons le détroit à 100%. Ouais, tu sais, et les singes lui sortent du cul, d'accord? Ouais, eh bien c'est lui qui l'a dit. Il vient d'avoir un gros singe qui lui est sorti du cul. Ça doit être vrai puisqu'il l'a dit. Enfin, c'est manifestement absurde. Il suffit que n'importe qui, en train d'écouter, de lire ou de regarder, aille sur vesselfinder.com ou marinetraffic.com. Prenez celui que vous voulez. Ça montre la position actuelle, ça montre ce qui entre et ce qui sort du détroit. Il n'y a rien qui sorte du côté omanais et qui apparaisse sur les radars ou qui accepte d'être géolocalisé. Et ceux qui coupent leur système AIS, ils sont pris pour cible par l'Iran, et l'Iran les arrose avec un missile. Mais vous avez, voyons, 1, 2, 3, 4 navires. Ils semblent tous être des cargos qui quittent le Golfe en ce moment. Ils sont juste au large de l'île de Keshm. Vous avez, et il n'y a qu'un seul navire qui entre pour l'instant, un cargo. Donc, ah non, en fait, je retire ce que je viens de dire. Celui-là, qu'est-ce que c'est, notre navire? Oui, on a 2 cargos près de l'île de Keshm, un pétrolier qui est parti, puis 2 autres qui entrent. Un pétrolier et un navire-citerne de bitume. Donc vous savez, un peu, mais c'est pas sous contrôle américain, c'est sous contrôle iranien. Oui, c'est juste que, d'une certaine manière, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Enfin, comment voyez-vous la façon dont les médias traditionnels gèrent la situation, Larry, avec Donald Trump? C'est une bande de sales fainéants. Ils ne posent pas de questions. Ils ne vont pas au fond des choses. Ils le laissent dire ce qu'il dit, sans le contredire. Un journaliste devrait simplement dire « Monsieur le Président, ce n'est pas exact. On regarde ici même en ce moment sur vesselfinder.com. Il n'y a aucun navire américain présent et il y a ces autres navires qui passent. Donc ce n'est tout simplement pas vrai. Mais ils ne vous contrediront pas là-dessus. » Larry, est-ce que vous voyez une attaque se produire? Donald Trump, on lui a demandé aujourd'hui si les États-Unis attaqueraient l'Iran. Il a répondu que cette option était sur la table et que nous y étions préparés. Et du côté des Iraniens, on pense que cela pourrait arriver parce que les États-Unis s'y préparent. Eh bien, en fait, je viens de voir, j'étais dans une autre émission avant de venir ici, et ils m'ont montré la déclaration publiée par, j'oublie qui l'a publiée en Iran, mais en gros, elle disait, nous en avons fini avec les négociations avec les États-Unis. Nous allons simplement attendre que Trump quitte ses fonctions et nous allons continuer à faire ce que nous faisons. Oui. Vous avez vu ça aussi? Oui, je l'ai vu. D'accord. Je pense qu'il y a 2 signes. J'ai vu des gens parler de Vaidi. Vous savez, Ahmad Vaidi, qui est actuellement à la tête des gardiens de la Révolution. Il a été nommé à la tête des gardiens de la Révolution. Beaucoup de gens ont dit que le fait de le placer à ce poste était peut-être un signe que l'Iran cherchait à désamorcer la situation. Moi, je ne vois aucun signe de désescalade de la part de l'Iran. Même le nouveau chef du Conseil de sécurité nationale, Rezaei, est pour moi le signe qu'ils veulent escalader. En avril, Larry, quand le cessez-le-feu a été annoncé, il a dit « Ce cessez-le-feu n'a aucun sens. Nous devons attaquer et couler quelques navires américains ici. Et la seule défense serait offensive. Vous savez, une stratégie offensive. À mon avis, il n'y a rien qui montre un quelconque assouplissement en Iran. Non, pas du tout. En fait, vous savez, je pense que, comme nous l'avons évoqué à propos de toute cette affaire Rezaei, et comme je l'ai supposé,
il est probablement fondé de penser que Mustapha a eu affaire à Rezaï à un moment donné vers 1987 ou 88. À l'époque, Rezaï n'avait que, voyons, en 1988, il avait 32 ou 33 ans. Ce n'était donc pas un homme âgé. C'était un jeune homme, mais il occupait un poste de commandement au sein des gardiens de la Révolution. Il avait 27 ans. Non, il est né en 1954, donc il a en fait le même âge que moi. En 1988, j'avais 33 ans. Alors vérifiez vos calculs, mon ami. Mais c'est jeune. Je soupçonne qu'ils se connaissent depuis aussi longtemps. Ce serait un rebondissement intéressant si c'était vrai. Mais je pense que cela mérite peut-être d'être envisagé ou examiné. Mais le fait est que Mojtaba Khamenei a désormais quelqu'un à ce poste de conseiller qui vient des gardiens de la Révolution, et non pas, si vous voulez, du cercle de Pezeshkian. Parce qu'Ali Larijani, avant d'être martyrisé, était davantage aligné sur Pezeshkian et considéré comme un modéré. Et puis on a parlé de cet homme qui vient tout juste d'être remplacé. Il venait du camp Larijani. On peut donc soutenir qu'il était lui aussi plus enclin à ouvrir des négociations et à faire des concessions. Alors que Rezaï, je pense, estime que les concessions sont une perte de temps. Les États-Unis ont déjà décidé de détruire l'Iran. Ils cherchent simplement l'occasion. Je pense que votre analyse est tout à fait juste concernant Larijani. D'ailleurs, Larijani était un proche ami de Rezaï. Rezaï, qui est actuellement à la tête du Conseil de sécurité nationale. Ils étaient très proches. Mais la façon dont Rezaï perçoit la guerre est totalement différente, parce que Larijani n'était pas un militaire. Rezaï, si. Toute sa carrière repose sur l'armée et sur son rôle durant la guerre Iran-Irak. Il connaît le champ de bataille. Il connaît les pertes humaines. Il connaît les conséquences de la guerre pour la société, pour le pays. Et je pense que c'est un signe pour les Iraniens et au sein du gouvernement de Pezeshkian, de la position du guide suprême iranien. Il ne va pas, il va redoubler d'efforts dans cette situation. Oui, oui. Donc je pense que la position de l'Iran s'est durcie. Trump continue à provoquer un peu, pas tout à fait autant qu'avant, et à proférer ses menaces. Mais comme on l'a vu ces 8 derniers jours, au moins 6 navires différents ont été attaqués pour avoir enfreint les protocoles de la PGSA, pour ne pas avoir rempli le formulaire ou demandé l'autorisation. L'Iran continue donc de les frapper, de les couler, d'y mettre le feu. Le président iranien a rencontré le guide suprême pendant 7 heures, plus de 7 heures. Et vous vous souvenez de l'article du New York Times qui rapportait qu'il était très affecté par la guerre, par l'attaque, et qu'il ne pouvait pas. Il ne semble pas qu'il y ait le moindre. Je n'ai entendu aucun signe indiquant qu'il disait être blessé, qu'il avait des problèmes. Il n'a rien dit de tout cela. Ils ont discuté pendant 7 heures. Il a dit qu'il lui avait tout décrit. Et vous savez, quand j'ai entendu le ton du président iranien, je me suis dit que ce type avait d'une certaine manière... Vous savez, il semble qu'il ait abordé chaque problème auquel il est confronté. Parce qu'il était d'une certaine façon... Comment dire? Il était très anxieux face à la situation. Mais là, il semble que c'était le président de l'Iran. Le président de l'Iran. Vous voulez dire Pezeshkian. 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 Après avoir parlé avec le guide suprême, on voit qu'il se calme, qu'il se détend. Et dans sa manière de décrire les choses, on a l'impression que tout se passe bien sur ce front-là, dans la façon dont il parlait de la situation. Parce que ce n'est pas... Il faut accepter que depuis Pezeshkian, je dirais que son nom va être... Parce que dès le premier jour de sa présidence, il a été soumis à une pression énorme. Vous savez, l'investiture, la tournée du dirigeant du Hamas, Ismail Haniyeh,
Ils ont assassiné Ismail Haniyeh à Téhéran avant son investiture à Téhéran. Et depuis, imaginez simplement à quel point les choses ont changé. Et vous pouvez imaginer la pression qui pèse sur ce type. Oui. Oui, tout à fait. Oui, mais il semble que les discussions qu'il a eues avec le dirigeant l'ont aidé à se calmer un peu. Alors, Larry, pour revenir à la situation au Yémen, pensez-vous que l'Arabie saoudite soit en voie de trouver une solution ou voyez-vous le conflit se poursuivre? Parce que ces dernières... D'accord, trouver une solution à quoi? Par la négociation, pas par... Oui, mais une solution à quoi? On parle de l'Iran ou du Yémen? Du Yémen. Très bien. C'est important pour eux. Avec l'Iran, ça ne dépend pas de l'Arabie saoudite. Avec le Yémen, ils peuvent régler ça en négociant. Je suppose qu'ils le peuvent. Ils le devraient. Est-ce qu'ils le feront? Je ne sais pas. Je veux dire, vous avez tout à fait raison. Ils le devraient. C'est une évidence. Mais jusqu'ici, ils semblent se contenter de continuer à provoquer et à harceler l'Iran et les Houthis. Et les Houthis n'attendent pas. Ils ripostent et tirent des missiles à la fois sur le territoire yéménite contrôlé par l'Arabie saoudite et sur l'Arabie saoudite elle-même. Je les décris ainsi. L'Arabie saoudite, c'est comme un type qui vit dans une maison en verre et qui a décidé de se battre à coups de pierre avec les Houthis qui vivent dans une maison en briques. Il peut lancer des pierres toute la journée contre cette maison en briques. Il cassera peut-être une fenêtre, cette unique fenêtre, et ce sera tout. Alors que les Houthis peuvent démolir la maison saoudienne toute la journée, simplement parce qu'elle est en verre. Elle est vulnérable. C'était rapporté sur une chaîne saoudienne, une chaîne d'Arabie saoudite. Ils disent que le CGRI iranien, le commandant de la force Quds du CGRI, Ismail Qaïni, est à Bagdad. Il parle avec des combattants et des responsables des forces de mobilisation populaire, les FMP. Et le principal sujet, j'imagine, c'est la manière dont ils veulent attaquer l'Arabie saoudite. Et ils essayent de... J'imagine. Pensez-vous qu'il y ait une sorte de communication entre l'Iran et le gouvernement irakien, avec l'aide du commandant iranien, pour calmer ces gens en Irak, parce qu'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes? Eh bien, je ne sais pas du tout si l'Iran essaye de les calmer. Pourquoi pensez-vous que l'Iran voudrait les calmer? La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que puisqu'il est là, en train de discuter avec les PMF, que s'était-il passé avant? Les PMF avaient attaqué l'Arabie saoudite avec les États-Unis, avaient attaqué les PMF, et maintenant il est là à discuter avec eux. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Oui, mais encore une fois, je ne suis pas sûr de suivre la logique là. Donc, l'Iran a des relations avec les FMP, mais les FMP font partie du gouvernement irakien. Et donc, en tant que composante du gouvernement irakien, c'est au gouvernement irakien de décider ce qu'il faut faire. Bon sang. Le fait que les Saoudiens et les États-Unis aient pensé que c'était une bonne idée de les attaquer, vous savez, c'était assez stupide à mon avis. Parce que tout ce que ça a fait, c'est réveiller le géant endormi qu'est la Russie. Enfin, je veux dire, ou, dans ce cas précis, le géant endormi, ce sont ces groupes soutenus par l'Iran et les Houthis. Les Saoudiens cherchent une bataille qu'ils ne peuvent pas gagner. C'est ça qui est si déroutant. Ce serait une chose s'ils l'avaient réellement emporté au cours des 10 premières années de la guerre. Mais ils ne l'ont pas fait. Et maintenant, ils se retrouvent dans une situation où les Houthis continuent d'escalader et de porter un préjudice considérable à l'Arabie saoudite. Les Saoudiens ne peuvent pas infliger un préjudice considérable aux Houthis.